cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'invité de ce matin, ce Free Matin, Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Kader, bonjour les internautes. Consultant média communication, chroniqueur politique, il est là ce matin pour commenter l'interpellation et l'extradition de Komlan Hugues Sosopé. Agapit Napoléon Maforican, d'entrée de jeu, une question, c'est de savoir est-ce que cette arrestation est un coup à la liberté d'expression au Bénin? Coup à la liberté d'expression, je ne pense pas. Je ne pense pas puisque les chefs d'accusation, en tout cas les motifs pour lesquels le sieur Sosopé a été appréhendé ont été listés et ces motifs constituent des infractions à la loi. Donc, la Cour de répression parle d'incitation à la rébellion, d'incitation à la haine et à la violence, d'harcèlement par le biais d'une communication électronique et d'apologie du terrorisme. Le tout est globalement inscrit dans la loi portant code du numérique en République du Bénin, tout au moins. Et donc, du coup, comme je l'ai dit, ce sont là des infractions à la loi et donc c'est pas encore la liberté de la presse. La liberté d'expression, comme la liberté de la presse, s'exprime conformément à la loi. Donc, du coup, vous êtes libre d'exprimer toutes vos opinions, de recevoir des opinions, mais à charge d'en répondre des abus devant la loi. Donc, du coup, chacun doit pouvoir en être suffisamment édifié. Mais une interrogation persiste dans les esprits, Agapit Napoléon Maforican, celle de savoir est-ce que son interpellation est régulière, tout comme celle de Frère Rouvi, si on peut le dire ici. On a comme l'impression que parfois on ne prend pas en considération les procédés, c'est l'objectif qui est visé. Écoutez, parfois, vous voyez, on se pose la question de savoir, est-ce que chacun se positionne dans son camp ou à sa place? En réalité, ça c'est l'État ivoirien qui pourrait se poser cette question. Ou les avocats de Sosopé. On a su mettre Papa qui se pose déjà cette interrogation. Non, il lui se pose des questions. Est-ce que l'intéressé s'est plaint de manquement à sa dignité, à sa personnalité, donc des actes de voie de fer ou de violence? Enfin, s'il n'y a pas eu ça, a priori, je ne vois pas de quoi lui se plaint. Il n'est pas l'État ivoirien. Il n'est pas... Enfin, donc, c'est des actes entre deux États, ça il n'appartient pas à l'avocat de s'en mêler, non? Il n'appartient pas à l'avocat de s'en mêler, mais Agapit, est-ce que vous ne pensez pas qu'il fallait quand même un respect des procédés en la matière? Et qui vous a dit que les procédés sont violés? Et pourquoi à ce jour, nous n'avons pas une sortie officielle pour quand même clarifier les uns les autres? Il n'est pas obligé. Sortie officielle de qui? De l'État béninois. L'État n'est pas tenu. L'État est représenté au tribunal. Donc pour le moment, les investigations ont continué. Parce que le dossier est devant un juge d'instruction. Je suis sûr. Les avocats ont accès au dossier, c'est leur droit. Donc du coup, je pense que la procédure en la matière est en cours. Donc du coup, on ne peut pas, il ne faut pas que nous dévancions les faits. Comme je l'ai dit, on a parlé d'abord, on a commencé par parler donc d'enlèvement. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut plus parler d'enlèvement. Et sa famille, et ses avocats, et ses proches savent là où il est. Donc du coup, l'État répond de ses actes. Et donc, il faut attendre que des éléments soient suffisamment disponibles pour que nous puissions tous aviser. Moi, qui suis, je serai plus à l'aise lorsque
beaucoup d'éléments seront à disposition. Il y a 2 jours, je n'avais pas les chefs d'accusation aussi clairs. Aujourd'hui, au moins on sait ce que les motifs pour lesquels il a été appréhendé. Bon, donc, mais on n'est qu'à l'instruction. Donc, il est présumé innocent, mais l'État prend ses dispositions pour le garder. Donc, tout ça fait partie des procédures normales en la matière et il n'y a pas à mettre la charrue avant les bœufs. Et quelle est votre opinion sur l'activisme de Hugues Komlan Sossoupé? Ah ben là, je sais pas moi, c'est à lui d'apprécier. Vous avez une fois par moment scrollé ces pages pour voir un peu qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est Non, écrit? je ne veux pas sur ces pages. Moi, je ne suis pas consommateur des diatribes incendiaires ou des propos qui portent l'atteinte à l'honorabilité des gens. Je suis partisan de la liberté, défenseur, et comme je l'ai dit, j'ai passé une bonne trentaine de ma vie professionnelle, donc pratiquement toute ma vie professionnelle à ça. Que ce soit à l'université, que ce soit sur les bancs, que ce soit, enfin, en tant que membre d'association, en tant que régulateur. Donc je pense que nous sommes en droite ligne dans le respect de la liberté d'expression de la presse. Mais comme je l'ai dit, la liberté de manière générale s'arrête là où commence celle de l'autre. La liberté s'exerce conformément à la loi. Et que ce soit tous les instruments dont nous disposons, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, toute liberté s'exerce conformément à la loi. Et l'un des principes sacro-saints du vivre ensemble, c'est le respect de l'autre. Je n'ai pas l'impression que dans l'expression de leur liberté, certains respectent ce droit de l'autre. Autant vous exprimez votre liberté, autant vous vous attaquez aux propos des autres. Donc du coup, vous n'êtes pas donc vous êtes dans l'outrance. Et lorsque vous êtes dans l'outrance, l'État est régulateur. Le rôle de l'État, c'est de permettre à ce que chacun s'exprime librement, aille et vienne librement, et reçoive librement l'information. Et donc, qu'il n'y ait pas que quelqu'un se transforme en gourou particulier pour dicter ce qu'on doit avoir comme information. Donc, notre article 23 et 24 de la Constitution, l'article 11 ou 9, je crois que c'est 9 ou 11, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, annexé à notre Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et des peuples, la Déclaration des droits des citoyens, tous ces instruments, les pactes de 66, tous ces instruments, c'est comme d'autres instruments ici et là, reconnaissez ça, c'est du béaba en matière de liberté. Moi, je suis un peu embêté en voyant ces jeunes. Hier, frère Ouvri, aujourd'hui, ce super. Quand vous les regardez, vous dites, mais ils sont induits en erreur par des gens qui s'extasient devant ou alors qui les incitent d'ailleurs à approfondir cette manière de fonctionner, mais qui, eux, se la coulent douce dans de bons salons climatisés, dans de bons bureaux, et qui sautent pieds joints dans les majorités présidentielles pour pouvoir jouir des délices du pouvoir, pendant qu'eux, ils sont derrière les barreaux. Je pense qu'il faudrait que la jeunesse reprenne un peu conscience et soit éduquée aux médias et aux conséquences d'un certain nombre de libères. Vous pensez qu'en tant que parent, on va vous découvrir les cadavres de vos enfants parce qu'ils sont militaires? Vous pensez que c'est facile? Vous avez vu les Américains, vous n'avez jamais vu les médias américains ou quelque chose étaler les cadavres des soldats américains ou quelque chose sur le combat? Vous avez vu les Français faire ça? Vous avez vu quelle puissance vous avez vu faire ça? Lorsque la guerre a commencé en Irak, en Ukraine, je le raconte toujours, l'Union européenne a fermé ses frontières aux médias russes pour empêcher que les populations alors qu'eux, ils sont plus évolués. Ils ont fermé, ils ont interdit d'accès au territoire européen, les médias russes. Ça veut dire quoi? Si le peuple hellène, cultivé, motivé, démocratiquement ancien, enfin, qui a une culture démocratique, ne peut pas subir, ne peut pas faire le choix entre les tri, enfin, ne peut pas faire le tri entre les informations qui viennent de la Russie et celles qui sont internes. Alors, nous qui sommes, d'abord, qui utilisons très maladroitement le français, parce que ce n'est pas notre langue nationale, démocratie il n'y a pas longtemps, alors on doit faire beaucoup plus attention encore. Donc, moi, je trouve que je ne sais pas quel est cet excès de liberté dans lequel tout le monde saute pieds joints, où il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'institution, il n'y a plus de... Même notre africanité, le droit d'aînesse, le respect de l'autorité, tout ça disparaît et tout le monde s'extasie devant des propos lapidaires, des déclarations incendiaires, des affirmations suicidaires, un certain nombre donc de dérives de liberté. Et qu'on appelle ça liberté. Non, c'est pas ça de la liberté. Donc moi, je ne parle pas que de ce super, je ne parle pas que de... Je parle de tout. Regardez, même l'organe dans lequel M. Super, on appelle ça holofofo. Holofofo, c'est le mensonge.
C'est des menteurs. C'est des menteurs. Peut-être que c'est juste... Rien que ça. Moi, je suis analyste. Le rapporteur. Je suis analyste. Olofofo. C'est pas un rapporteur, c'est un menteur. Pas forcément un menteur, peut-être. Enfin, Quelqu'un qui a écouté, qui file l'information. C'est ça en quelle langue? C'est quelle langue ça? En ago. Et c'est celui qui file l'information. Et l'informateur, c'est ça qu'on appelle Olofo. Ça peut avoir plusieurs interprétations. Moi, écoutez, ils sont libres. Moi, je pense que, vous voyez, je connais des activistes qui prennent des risques. La vie aussi, c'est un choix. Chacun fait sa vie. Chacun prend ses risques. J'ai eu à prendre les risques, les miens aussi, à un moment donné. Je suis à un niveau où je regarde de loin, et j'essaye de faire le point, et je me dis toujours, mais je les regarde, eux, je dis, mais est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on les manipule? Il faut qu'ils se réveillent, et que, ouais, moi, je ne suis pas heureux de voir ce monsieur enfermé entre 4 murs. Je le dis très sincèrement, je ne suis pas... Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression que notre société dégringole, il n'y a plus de repères, il n'y a plus... Et tous ces-là qui disent libérez-le, ils étaient où hier quand il attaquait, quand il exposait les images des soldats, quand il faisait un certain nombre de... Ils étaient où? Combien un seul a pu condamner? Mais ils auraient dû le faire. L'éducation commence par là. Mais vous laissez le monsieur, à la limite, vous l'encouragez à aller au plus profond de l'abîme presque, en disant, mais tu es bon. Il fonce, tu es bon. Il fonce, on le prend, vous dit, il faut le libérer. Mais il parle à qui? Ils sont les premiers à savoir que l'État ne le libérera pas jusqu'au moment où, après, à moins que ce qu'on lui reproche ne soit pas vérifié. Ils le savent. Mais donc, ils font des sorties pour se mettre en vedette. Mais c'est eux que moi je condamne, en réalité. C'est ce que je dis. Ceux qui font l'apologie enfin, ceux qui encouragent à l'apologie et qui sont des responsables qui sont mis ici ou là autour de l'opposition, soit de société civile, soit de ci ou de ça, mais qui encouragent, filent les informations et après sautent pieds joints dans les lieux fétiches du pouvoir. C'est là que je trouve qu'il y a de l'abus. Et il faut que les jeunes se réveillent. En dehors des dérives que vous avez dénoncées tout à l'heure, est-ce que pour vous, vous ne pensez pas que les communs Hugo Sossoupé, les frères Onvi ont une utilité à la République quand même? Laquelle? Non, je vous la pose. Non, je ne la trouve pas. Vous la trouvez pas? Non. Avec cette arrestation de communs Hugo Sossoupé, on entend qu'il revendique sa nationalité togolaise. Frère Onvi qui a été pris également au Togo. Que dites-vous sur les relations entre Cotonou et Lomé? Ça, c'est entre les ministres des Affaires étrangères. Ça, mais là, j'interroge l'analyse politique. Non, moi, je ne vois pas qu'il y ait un problème. La preuve, dans l'affaire, les gens ont voulu tout montrer, mais vous avez vu comment ça a fonctionné. Entre les deux pays, il n'y a pas un problème de Honvi. Donc, encore que pour ce souper, c'est encore moins, puisque ça n'a pas été fait. Ça ne s'est pas passé sur le territoire togolais. Donc, voilà. Si le Togo réclame, s'il est togolais, les accords que nous avons au niveau de l'UEMOA, tout au moins, ils peuvent, les Togolais, et au niveau des ententes, au niveau de l'Interpol, le Togo peut réclamer à l'avoir et le juger. Et normalement, il me semble que si le Togo le faisait, le Bénin devrait pouvoir analyser ça favorablement. Donc, il n'y a pas un problème à ce niveau. Je pense qu'entre les pays, il y a des accords. Et ceux qui pensent que, bon, voilà, on ne peut pas aller prendre quelqu'un en Côte d'Ivoire ou au Togo, mais ils se trompent. Si les pays ont des ententes, ils ont des ententes. Il y a de la collaboration. Oui, absolument. Alors, dites-nous-en, en tant que juriste consultant, qu'en est-il du statut de réfugié? Lorsqu'on est réfugié dans un État, quels sont les enjeux qui y concourent? Le réfugié est protégé par l'État dans lequel il est réfugié. Il a une carte, il bénéficie d'une protection, mais il a des devoirs. L'un des devoirs, c'est de ne pas... c'est de respecter d'abord la politique interne. Donc, les lois internes, les lois du pays d'accueil. Si il fait l'apologie du terrorisme, en tout cas, en regardant les chefs d'accusation là, je pense qu'aucun État ne permet qu'un citoyen, quel qu'il soit, fasse l'apologie du terrorisme. La France va prendre en Espagne, l'Espagne va prendre au Portugal, les Américains vont prendre n'importe où. Donc du coup, le statut de réfugié ne protège pas, ne protège pas totalement de cela. Lorsque vous êtes réfugié, il faut respecter. Vous n'allez pas faire de l'activisme contre votre État. Parce que ce faisant, vous exposez les relations entre
votre pays d'origine et le pays d'accueil. Mais alors, dans le cas d'espèce, encore l'activisme, encore on peut comprendre. Mais lorsque votre activisme va à l'excès, en tout cas, au regard des chefs d'accusation que nous avons aujourd'hui, si vous allez là, c'est que la porte est ouverte. Aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme n'a plus de frontières. Ça, c'est connu. Donc, du coup, réfugié ou pas réfugié, quand il est question du terrorisme, je pense que vous savez, je sais pas, regardez un peu l'histoire, on n'a pas besoin de raconter. Vous allez en France, si jamais vous êtes convaincu d'actes ou de présumés actes de terrorisme contre l'État français, vous allez voir, vous n'avez pas de... On vous interpelle. Et si vous êtes étranger, on vous fait un ordre de quitter la France, ou alors on vous fait n'importe quelle terre. Regardez aujourd'hui Trump avec sa lutte pour l'américanité. Donc du coup, il n'y a pas de blanc-seing, il n'y a pas disons, de faire valoir intrinsèquement sans limite. Hein. Tout a de limites. Un réfugié est protégé. Il a des droits, mais il a des devoirs. Et l'un des devoirs, c'est de ne pas être un problème pour le pays d'origine. Parce que s'il s'est fait réfugier, c'est parce qu'il est déjà dans une certaine situation par rapport au pays d'origine. Alors si, ce faisant encore, il se met dans des situations où la loi internationale permet au pays d'origine d'aller vers lui, vous voyez que c'est pour ça que je dis, est-ce que ceux qui les encouragent leur montrent les conséquences des actes. C'est bon d'être un héros, mais après vous êtes zéro parce que lorsque votre acte d'héroïsme atteint un certain niveau, on vous met la main dessus, tous ceux qui vous encouragent disparaissent. Moi, je veux bien qu'un seul se pointe et dit, moi, je veux être avec lui, condamnez-nous. Je veux ça. Et vous allez voir, c'est des irresponsables qui mettent les jeunes et qui les encouragent en disant tu es réfugié, tu peux faire ce que tu veux. Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Le statut de réfugié vous oblige en la matière, surtout par rapport à votre pays d'origine, vous êtes obligé de ne pas vous mêler. Certains pays d'ailleurs vous informent de cela. Il y a les actes des Nations Unies, mais il y a chaque pays fait sa législation pour tracer le cadre des réfugiés d'accueil et des réfugiés. Et il me semble que l'apologie du terrorisme ou du crime ne sont pas des choses qui sont acceptées. Et donc, si ces choses d'accusation arrivaient à être vérifiées, si au niveau de l'instruction, les actes étaient concrets, que tout ce qu'on lui reproche était vérifié, mais je pense que l'État serait dans ses droits d'aller le cueillir, de l'avoir cueilli là où il l'a fait. De toute façon, wait and see, on verra ce que les prochains jours vont nous donner. Rapidement, africain. Vous avez été conseiller de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, cette institution qui, la semaine dernière, a célébré 30 ans d'existence. Ceci a sorti d'un colloque sur... Je peux dire peut-être oui. Vous savez, je voudrais que les jeunes qui nous suivent comprennent que la liberté de presse, la liberté d'expression, c'est la plus grande chose dont ils disposent. Et lorsque vous n'usez pas d'une liberté, elle s'use, dit-on. Mais dans le cas d'espèces, il faut lire le bout de phrase à charge d'en répondre devant la loi. Je le dis, je l'enseigne, je le répète. Parce qu'il ne s'agit pas de faire C'est facile de commenter sur les réseaux sociaux, d'injurier, de faire... Mais lorsqu'on vous met la main dessus, vous répondez pour tout le monde. Est-ce que vous allez briser votre carrière, vous allez briser votre famille, vous allez abandonner votre famille, vous allez briser votre avenir parce que vous voulez faire de l'héroïne des réseaux sociaux. Ceux qui l'ont créé pour le savoir, pour le partage du savoir, non pour les injures et pour les actes du terrorisme. Et en Europe, où les gens utilisent les médias, les réseaux pour le terrorisme, la lutte est implacable. C'est implacable. On tire à bout portant. Lorsqu'on s'assure que quelqu'un est terroriste et il veut nuire, on a vu l'affaire Mera ici, on a vu d'autres affaires. Ne vous méprenez pas. Ceux qui vous encouragent à aller dans ce sens, il faut dire eux-mêmes n'ont qu'à aller montrer, aller exposer leur torse. Sinon après, vous allez les voir dans les salons feutrés, ils vont faire des déclarations qui vont vous surprendre. Voilà, moi, c'est ce que je dis. J'ai une sorte d'amertume face à ce dossier, pas que le monsieur, je ne vais pas le plaindre. C'est un gars, il est libre, hein, il est responsable de ce qu'il a fait. Mais j'estime que ça commence par, après on vit, il y a lui. Je pense que, et personne ne montre cette tendance pour dire, moi, je réponds d'eux.
Et on dit qu'il faut les libérer. Non, c'est de l'hypocrisie. Il faut que les jeunes soient plus vigilants et essayent d'être responsables. Il faut que l'éducation média aussi soit quelque chose que nous intégrions aujourd'hui dans les écoles, que les gens comprennent que l'espace est libre, mais on ne peut pas tout y mettre. Je tiens à faire ça parce que, en tant qu'éducateur, parent, je suis un peu embêté devant cette situation où je me demande, ils sont de bonne foi, ou ils sont si irréfléchis pour pouvoir se faire harakiri à cet âge, à cet âge où ils ont tout approuvé, et surtout, c'est des gens de mérite. Quand tu as la plume, quand tu as la voix, le micro, ils ont du mérite. Donc, du coup, moi, c'est un coup de gueule à ceux qui restent dans l'ombre et qui les soutiennent. Merci à vous, Agapit Dapolomon Foïkan. Comme je disais tantôt, 30 ans d'existence de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, un séminaire, un colloque, pour être plus précis, sur la régulation des médias en période électorale avec l'avènement du numérique et de l'intelligence artificielle. Dites-nous, en tant qu'ancien conseiller, en tant que pratiquant et sachant du domaine jusqu'à ce jour, quelle est votre opinion? Ben, disons que, je l'ai dit ailleurs, moi j'aurais dissocié les 30 ans de cette thématique, parce que les 30 ans c'est toute une histoire, c'est un cheminement qu'il faut raconter, qu'il faut faire vivre aux plus jeunes. Il faut montrer la régulation en 1994, la régulation en 1999, la régulation en 2004, la régulation en 2009, la régulation en 2013, la régulation en 2017 et la régulation en... Donc, ouais, il faut 2013, 2018 et puis 2023. Donc, il faut essayer, à mon humble avis, et vous allez voir tout le grand chemin que la HAC a pu faire. Toute cette création, toute cette riche expérience en matière de création, hein, de la régulation, aussi bien au Bénin qu'en Afrique. Et en racontant cette histoire, on racontait l'histoire du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Un très bel exemple de coopération, mais qu'on peut utiliser. D'ailleurs, j'ai vu avec la plateforme des régulateurs de l'UEMOA la réunion de Lomé qui a eu lieu le 14 juillet, lundi. Donc, du coup, ouais, cette plateforme fonctionne très bien. Donc, du coup, on aurait pu faire l'histoire et voir les grands points ou les grands acquis sur ces années-là et peut-être plonger dans l'intelligence artificielle qui est la réalité d'aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, on était dans le numérique. Avant, on était donc, on a connu des situations, on en connaîtra d'autres. Donc, cela dit, les 2 jours de réflexion ont été très, très enrichissants parce que c'était de la crème, hein, au niveau, c'est des régulateurs africains, c'est le haut niveau, beaucoup de présidents. De grandes sommités qui étaient beaucoup de présidents, voilà, des présidents, des secrétaires généraux, des hauts cadres, des anciens. En fait, c'est une belle brochette donc de sachants en la matière. Et ça, j'avoue que ça a été suffisamment, dense, on peut le dire. Le savoir était là, les échanges étaient suffisamment je veux dire riches. Et donc, la HAC, on peut dire que la HAC a pu tirer le substrat, c'est ce que disait le président Loko à la clôture. Les idées sont là. Il appartient désormais à chaque régulateur, dont la HAC, donc de tirer ce qu'il doit tirer dans le cadre donc, de la régulation électorale en 2026, donc à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle. Mais que représente pour vous l'intelligence artificielle pour 2026? Écoutez, pour moi, citoyen ou communicateur, c'est un outil précieux, mais un outil à surveiller de près. Et pour le régulateur, c'est un outil à surveiller de très près, un outil dangereux, à surveiller de très près. L'intelligence artificielle n'est que de l'ordinateur des années 60, qui est le numérique, l'Internet des années 80, et le tout numérique des années 90, de 2010. En fait, c'est des évolutions plus fines. Plus raffinées. Voilà, de tout ça. De et on en aura d'autres. On en aura d'autres. Mais la question est de savoir, le régulateur, lui, il a les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs pour réguler. Il suffit simplement. Alors, le régulateur, il va dire quoi? Il prend 2 décisions. Une décision pour la pré-campagne, où il fiche la pré-campagne, et une décision pour la campagne. S'il dit que vous ne... D'ailleurs, on avait commencé par dire qu'on ne peut pas annoncer les résultats sans dire d'où on tient la source. Alors, lorsque les gens utilisent n'importe quel truc, et l'intelligence pour vous dire que voilà les résultats, et vous sortez ça, mais si la plateforme n'est pas crédible, et vous tombez sur le coup de la loi. Donc, en fait, c'est dit simplement que la HAC a tous les moyens pour gérer cette période. Mais ce qui aurait été bien, et je pense que c'est pour ça qu'elle fait de la pédagogie,
c'est de faire en sorte que toutes les parties prenantes, donc les médias, les producteurs d'informations comme les candidats aux élections présidentielles, législatives, communales et autres, les acteurs comme l'OGE et la Sénat, organisation des élections, et les autres institutions, que chacun travaille à son niveau à faire le travail qui est le sien. La HAC est chargée de la régulation, donc de la gestion de la campagne, de l'accès aux médias, tout ça là. Elle connaît son travail, elle va le faire. Il appartient aux médias d'être disciplinés, c'est-à-dire d'être professionnels tout simplement. D'être professionnels. Ces choses vont venir, il y en aura d'autres encore qui vont peut-être nous surprendre. Il faut juste faire attention et ne pas céder à la facilité. Les règles sacro-saintes simplement. Il n'y a qu'une seule règle à mon humble avis, la règle sacro-sainte. Elle est unique. Allez-y. Il faut confronter les sources. Il faut confronter les sources. Confronter les sources. Deux petites questions pour finir très rapidement. Une en lien avec le dossier comment Hugues Sosukpa. On a vu le Benoît Libéré qui a écrit qu'il a été interpellé avec ses téléphones et que pour lui, c'est une mine d'informations. Ceci en faisant allusion à d'éventuelles taupes au sein de la rupture. Ça ne m'aurait pas surpris, mais bon, j'attends. Vous pensez effectivement qu'il y a des taupes au sein de la rupture? C'est pas des taupes, c'est des renseignements. C'est des renseignements. Nous, en tant que journalistes, ça me fait une bonne trentaine. Nous avons connu des gens qui, dans les pouvoirs, un jour, Charles Tokod disait à Mathieu Kérékou, parce que, bon, on venait de créer le matinal, nous avions certaines informations de 1er mai, et le président Kérékou qui a changé son aide de camp, ou en tout cas qui a fait un management parce qu'il soupçonnait quelqu'un. Et Charles dit à l'attaché de presse de l'époque, va lui dire, même si l'information est dans sa chambre à coucher, on le saura. Alors, donc, vous comprenez. Et donc, voilà un exemple palpable que je vous donne avec de nous. Si l'information est dans sa chambre à coucher, on l'aura. Un jour, quand le président Kérékou a Charles en face, il dit, vous êtes fils vous êtes des diables. Donc, bref, ça c'était pour l'anecdote. Mais l'information, on la prend de toutes parts. On la prend de toutes parts. Ce qui serait quand même dangereux, c'est que, comme je l'ai dit, que des gens informent les médias, c'est pas encore dramatique. Je peux vous raconter plein d'anecdotes où des gens de pouvoir nous ont donné des informations de première main, mais il faut savoir l'utiliser. Ce n'est jamais pour détruire, c'est de toute façon pour aider le média, parce que pour accompagner, etc. Mais lorsque un citoyen ou bien quelqu'un est dans une entreprise du genre, vous savez, peut-être frère on vit par exemple, comment ils ne sont pas conscients des dérives. Pour eux, ils informent. C'est pour ça que tout à l'heure, moi, à l'heure des charges, j'attaque, je suis vraiment... Mais c'est ceux-là qui les informent, justement. Donc, du coup, autant informer, être source d'un organe de presse, c'est une bonne chose. Et surtout s'il y a entre vous les deux la responsabilité. Mais lorsque vous informez une source qui l'exploite de manière brute, regardez par rapport à ce qui se passe au nord du Bénin. Déjà, il y a eu des propos directement contre l'autorité centrale, le chef de l'État et les autorités centrales du pays. Dans un pays, je dis, il n'y a rien de meilleur que l'image du pays. Donc, ceux-là, s'ils sont au pouvoir, s'ils sont au niveau élevé de responsabilité, s'ils sont des hauts cadres ou ils ont des informations de première main et ils le font, je pense qu'ils savent. Je crois que c'est qu'était. En tout cas, c'est à eux, non. C'est à eux, ils vont en répondre. Mais tout ça n'est pas nouveau. Je pense que c'est les dérives un peu de notre société. C'est les dérives de notre société. C'est un peu le manque de patriotisme, moi je le dis toujours, où les gens ne savent pas où est leur place, ce qu'ils doivent faire. Et ils pensent qu'ils aident le pays. Tout le monde pense que lorsqu'on attaque le chef de l'État, on attaque les institutions, on aide le pays. Mais attends, comment on peut aider un pays en attaquant ces institutions? Regardez, comme je l'ai dit, quelle puissance, quel journaliste des hautes puissances vous les avez. Au contraire, les gens exportent leur culture vers nous et nous l'imposent. Donc, apprenons de l'histoire, apprenons de notre environnement, apprenons de nos valeurs. Donc, que ce soit ceux à qui l'État fait confiance et qui vont balancer les informations. Tout comme ceux à qui on balance les informations. Je pense qu'il faut utiliser quand même un peu l'intelligence. C'est qui pour vous le lanceur d'alerte? Le lanceur d'alerte, c'est certainement pas celui qui injurie, déshonore, diffame, lance des propos tendancieux. C'est pas lui. J'ai été à une position au niveau de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Donc, le lanceur d'alerte, c'est celui qui a des informations et qui en informe l'autorité compétente. Le lanceur d'alerte, c'est celui qui documente une information
et qui, après avoir pris en compte la responsabilité sociale, le met sur la place publique. Il peut le mettre sur la place publique. Il peut. Si tu fais une bonne enquête, il peut. Mais le mettre sur la place publique avec les conséquences dues. Moi, je salue, il y a un lanceur d'alerte ghanéen, Anas, qui a, journaliste, a pu être devenu activiste des réseaux sociaux. Mais il a pris des risques. Mais certains de ces risques ont conduit à nettoyer la société ghanéenne, à des mesures draconiennes, aussi au niveau de la santé comme au niveau de la magistrature. Donc, c'est à vous de savoir quelle place, mais quelle place vous voulez jouer, quel type de citoyen vous voulez être. Mais attention, soyez sûr d'avoir l'information. La bonne information. D'avoir la bonne information. Et deux, la responsabilité sociale. Elle s'adapte aux journalistes, mais également à toute personne qui publie l'information. Parce que lorsque votre information est de nature à, on a dit quoi, c'était la chose d'accusation. On parle de incitation à la rébellion, voilà, incitation à la rébellion, à la violence et autres. Harcèlement par le biais d'une communication électronique, lorsque apologie du terrorisme. s'attend à ça, vous allez voir la loi. Nul ne peut utiliser les moyens de presse de communication pour inciter à la haine tribale, à la rébellion, à la truc. C'est dans les trucs. Et les limites que le code de l'information, comme la loi organique de la apporte à la liberté de la presse, c'est sur l'ordre public, c'est sur les nécessités de défense, c'est sur l'enfance et l'adolescence, c'est sur les... Donc, c'est sur un certain nombre d'éléments, les limites à la liberté de la presse. Et donc, quand on dit la liberté de la presse, c'est de communication. Ce n'est pas que les médias, c'est toute personne qui communique. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le numérique, avec les plateformes comme Olofofo, comme d'autres sites et autres, quand vous avez ça, vous êtes considéré comme journaliste, même si c'est le procureur parfois qui s'occupe de vous si vous n'êtes pas enregistré. Comme c'est le cas d'ailleurs, dans le cas d'Express, Olofofo n'est pas reconnu par la HAC. Donc, du coup, dans le droit positif du Bénin, il n'est pas journaliste. Et son journal n'est pas reconnu. Donc, il n'est pas journaliste. Mais peut-être ailleurs, il est. Et peut-être qu'il a une carte de presse ailleurs. Agapit Nabolema Foikan, pour conclure, votre commentaire sur la visite officielle de Bassirou Diomaye Faye à Cotonou. C'est un acte d'État entre deux pays. Donc, je salue sa visite. Je le salue par ailleurs. Bon, voilà, avec le Sénégal, nous avons très, très, très bonne relation. Nous sommes, comme je l'ai dit, dans la CEDEAO, dans l'UEMOA. Bon, donc, nous partageons beaucoup de choses. Voilà. Donc, vous êtes très friand de l'actualité internationale. Vous avez quand même lu, écouté le Premier ministre sénégalais sur son président. Pour vous, qu'est-ce que cela dénote? Le président dit qu'il n'y a rien entre eux, que tout se passe très bien. Donc, du coup, mais l'analyste pense que... Vous savez, on ne gère pas le pouvoir à deux. Vous comprenez? On ne gère jamais le pouvoir à deux. Patrice Talon a réussi à créer un trio qui a fonctionné très bien, mais bon, à la fin, vous l'avez vu, on ne gère pas le pouvoir à deux. Le pouvoir ne se gère pas un et les autres. Comme dit Gbagbo, ce n'est pas un banc, c'est un fauteuil. Donc, dans le fauteuil sénégalais, c'est Bassirou Diomaye Faye. Sonko a beau être le parrain, le mentor, le machin, il est le Premier ministre. Donc, ça va finir par se casser entre les deux. Ça va finir par se casser. C'est une prédiction alors. Enfin, c'est une vision de l'analyste. Merci à vous, Agapit Nabolema Foikan. Je ne sais pas spéculer, mais bon, ça va finir par se casser. Merci à vous pour ce moment d'échange très enrichissant. J'espère encore un autre matin, très matinalement, avec beaucoup de plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant média communication, juriste consultant. Vous êtes également chroniqueur politique, ancien conseiller à la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC. Merci pour ce moment d'échange qui vient clôturer Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine sans occulter celle des hommes. Jusque-là, belle suite de programmes sur ESAE TV.